accrochez-vous bien parce qu'on va prendre un petit peu de hauteur. On abandonne la voiture pour prendre une fusée et pour se mettre en orbite autour de la Terre. On va essayer de comprendre comment les satellites peuvent nous renseigner sur l'état de santé de notre planète. Et pour ça, on n'est pas tout seul. On a un bon pilote, c'est Pascal Ultré-Guérard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des programmes d'observation de la Terre depuis 17 ans au CNES, c'est ça? Oui. Et donc, c'est vous qui allez piloter notre fusée. Donc, je vous donne les commandes et je vous charge d'envoyer tout le monde en orbite. C'est à vous. Donc nous allons effectivement parler du changement climatique vu depuis l'espace. Alors comment et pourquoi fait-on un suivi du changement climatique depuis l'espace? Alors je souhaite commencer avec cette photo emblématique de ce qui s'est passé en 2015 lorsque la France a accueilli la COP21 et où il y a eu l'approbation de l'accord de Paris, où les pays se sont mis d'accord pour prendre des mesures afin de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire si possible 1,5 degré d'ici avant la fin du siècle. Donc c'est un accord, un geste fort de la part des États. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les satellites peuvent venir aider, venir en support à cet accord de Paris. On lance des satellites d'observation de la Terre à peu près depuis les années 1965. Ça a commencé avec de la météo. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 170 satellites qui observent la Terre, opérés par une soixantaine d'agences spatiales. Et rien que le CNES est impliqué dans 15 missions d'observation de la Terre. Donc vous voyez, les satellites sont maintenant très nombreux. Ils sont très utiles parce qu'ils voient l'ensemble de la planète, partout, pratiquement tout le temps. Alors on s'intéresse ici à la machine climatique. La machine climatique, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle est très compliquée. C'est très simplifié sur ce schéma, mais la machine climatique qui est compliquée parce qu'il faut tenir compte du rôle du Soleil, de l'apport d'énergie du Soleil, du rôle de l'atmosphère, du rôle des océans, du rôle de la végétation, des glaces. Et bien sûr, on cherche à comprendre, à connaître l'impact exact de l'activité humaine sur cette machine climatique. Donc pour ça, il faut travailler beaucoup. Il y a énormément de scientifiques qui travaillent sur ces questions. Et je dirais l'état de l'art de la connaissance scientifique sur la machine climatique est très bien décrite dans les rapports du GIEC, qui synthétisent toute la connaissance scientifique sur le changement climatique. Et il y a notamment eu un rapport dédié à l'étude des océans et des glaces qui a été publié fin septembre. Voilà. Et on cherche donc à modéliser ce système, à le comprendre. Alors, les scientifiques ont également défini 50 paramètres qu'on appelle les variables climatiques essentielles qu'il faut bien connaître, suivre pour comprendre le changement climatique, pour le modéliser, pour voir les impacts du changement climatique, les causes du changement climatique. Donc voilà la liste des 50 variables climatiques essentielles que les scientifiques ont définies. Et sur ces 50 variables, eh bien, il y en a 26 qui sont très très bien connues grâce aux moyens satellites. Alors, on peut citer quelques exemples. La température de l'air, les nuages, les glaces, les calottes glaciaires et le niveau des océans sur lequel nous allons faire un focus maintenant. Alors, comment fait-on pour mesurer le niveau des océans? On utilise des satellites qu'on appelle les satellites altimétriques. Le premier a été lancé en 1992. C'était une coopération entre la NASA et le CNES. Et ces satellites sont extrêmement performants. Extrêmement performants parce qu'ils sont capables de connaître le niveau des océans au centimètre près, alors qu'ils sont à 1300 km d'altitude. Donc pour vous donner une idée, c'est comme si on pouvait voir une bille entre Rennes et Berlin. C'est quand même une sacrée performance. Ça a tellement bien marché qu'on a fait ensuite Jason 1, Jason 2, puis Jason 3. Et maintenant, la suite de ces satellites est prévue dans le grand programme européen de suivi de l'environnement qui s'appelle Copernicus. Alors, ces satellites ont notamment permis de montrer que le niveau moyen des océans s'élevait de 3,3 mm par an. Donc ça, c'est la moyenne sur l'ensemble des océans du globe. Il y a des endroits où ça va plutôt baisser, des endroits où ça va monter plus vite, jusqu'à 1 cm par an, ce qui fait quand même 1 mètre au bout d'un siècle. C'est vraiment pas négligeable. Et puis surtout, les satellites ont permis de voir l'extrême variation géographique
et temporelle de ces variations du niveau des océans. Ici, c'est illustré à travers un phénomène qu'on connaît bien maintenant, qui s'appelle El Niño-La Niña, dans l'océan Pacifique, et qui montre des oscillations de la chaleur des océans. Et en fait, quand l'océan se réchauffe, donc là où c'est rouge, en fait, le niveau de la mer est un peu plus élevé, puisque l'eau, quand elle est chauffée, elle se dilate, donc elle gonfle. Voilà, donc c'est exactement ce que l'on voit, ces variations spatiales dans la géographie de la Terre et temporelle, grâce aux satellites. Donc ça marche vraiment très très bien. Et sur ces 3,3 mm par an, en fait, les scientifiques ont pu identifier qu'il y avait un tiers qui venait justement de cette dilatation thermique, puisque les océans absorbent la chaleur du réchauffement climatique, et 2 tiers qui venaient de la fonte des glaces, de la fonte des calottes glaciaires. Alors maintenant, si on regarde ce qui va se passer dans le futur, eh bien, le CNES continue à travailler avec la NASA sur un projet qui s'appelle SWOT, qui va être lancé en 2021 et qui va s'intéresser, qui va continuer à mesurer le niveau des océans, comme on le faisait avant, mais avec beaucoup plus de précision. Et surtout, grâce à cette précision améliorée, eh bien, on va pouvoir également faire la même chose sur les grands lacs, les grands fleuves, les zones marécageuses. Et donc, on va s'intéresser à la ressource en eau douce, qui est évidemment une ressource extrêmement précieuse, puisque c'est celle qui permet la vie, tout simplement, sur Terre. Et donc, vous avez ici représenté, en fait, on ne le voit pas, la quantité d'eau douce dans les rivières et les lacs est très petite, mais elle est extrêmement importante pour la vie sur Terre. À côté, vous avez la petite bille qui représente l'eau, incluant l'eau dans les réservoirs souterrains, et puis l'eau totale de l'eau sur Terre. Donc, vous voyez, c'est une toute petite quantité en volume, mais extrêmement importante. Et donc, nous allons faire ça. Rendez-vous en 2021 pour l'acquisition des données pour le suivi de ces ressources en eau. Autre nouveau défi auquel sont confrontées les agences spatiales, c'est celui de la mesure des gaz à effet de serre depuis l'espace. Comme vous le savez, le réchauffement climatique est lié à l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, les 2 principaux étant le dioxyde de carbone et le méthane, qui sont tous les 2 avec des pouvoirs réchauffants extrêmement importants, et dont les émissions sont liées à des sources naturelles, mais également à des sources liées à l'activité des hommes, comme par exemple la combustion des énergies fossiles, l'agriculture, etc. Donc c'est un système, là encore, très complexe, puisqu'il faut savoir quelle est la part des variations naturelles, quelle est la part des variations liées à l'activité humaine. Et donc on va s'intéresser, avec les satellites, à avoir une vision globale, d'ensemble et très précise de ces quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, rendez-vous en 2021 pour la mesure du gaz carbonique avec Microcam, qui est un partenariat avec le Royaume-Uni. Et rendez-vous en 2024 pour la mesure du méthane depuis l'espace avec l'agence spatiale allemande, avec le satellite Merlin. Donc, de beaux défis devant nous. C'est extrêmement difficile de mesurer ces gaz à effet de serre depuis l'espace, mais on commence à y travailler et c'est un sujet extrêmement important. Et enfin, pour finir, je vais parler d'une initiative que le CNES a proposée aux agences spatiales il y a quelques mois, qui s'appelle l'Observatoire spatial du climat, et qui propose en fait à nos partenaires, les agences spatiales, de mettre à disposition leurs données pour étudier les impacts du changement climatique, et en particulier les impacts du changement climatique à l'échelle de la vie et de l'activité humaine. Et donc, nous avons actuellement, cette initiative a été officiellement lancée par notre président Emmanuel Macron lors du Salon du Bourget cette année. Et nous avons d'ores et déjà 25 partenaires qui nous ont rejoints sur cette initiative pour laquelle, donc, encore une fois, les données spatiales sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent vraiment d'étudier l'ensemble de la planète sur la durée avec une très grande précision. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je pense, venez me rejoindre, Pascal Tréguéra. S'il y a des questions dans le public, rapprochez-vous, ne vous inquiétez pas, on va vous passer un micro, parce que c'est la fête de la science, tout le monde a le droit de poser. Ça va arriver, le micro. Non, installez-vous, prenez un micro. On va vous tendre. Vous, c'est bon, oui. Ouais. Mais Élodie va aller vers le public qui souhaite poser des questions. C'est passionnant. Alors, déjà, merci à vous de venir à la fête de la science. Vous êtes venu un peu en voisin parce que le CNES, vous êtes juste à côté. Finalement, si on n'avait pas, je pense, par rapport à la question du changement climatique, si on n'avait pas les satellites, on serait un peu aveugle par rapport à ce problème important.
pour beaucoup de phénomènes, on serait complètement aveugle, oui, tout à fait. Alors, vous voyez, vous avez vu là, ce qui était intéressant sur la carte de la variation du niveau des océans, c'est qu'on voyait que c'était extrêmement hétérogène à la surface du globe. Donc si vous voulez mesurer le niveau, comme on fait la mesure avec le zouave à Paris, de la mesure du niveau de la Seine, en mettant quelques zouaves, entre guillemets, un peu répartis sur la surface du globe, vous allez voir peut-être que le niveau moyen monte, mais vous n'allez pas voir cette information extrêmement riche que donnent les satellites. C'est incroyable, là. On est au millimètre près Ouais, en plus. ouais. Hein. Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut le rappeler, des fois on entend dire bah, c'est quelques millimètres, mais quand on prend année par année, et puis c'est pas la même chose dans tous les coins du globe, il y a des Non. endroits où ça manque plus que d'autres. Beaucoup plus vite, Et on ouais. va prendre une question dans le public parce qu'on a quelques minutes ensemble. Dommage d'ailleurs. Oui, Fred, on a une question de ce monsieur. Justement, allez-y. Oui, alors moi j'ai une question. Voilà, j'ai une question. Je me disais, est-ce que c'est le CO2 en lui-même qui s'accumule et qui réchauffe la Terre, ou est-ce que c'est la force combinée, des rayons du Soleil et du CO2 qui font le réchauffement? Si c'est le cas, est-ce que ce ne serait pas possible, entre guillemets, de faire un paravent de la Terre de manière temporaire pour limiter l'effet des rayons du Soleil mais sur le CO2, et donc limiter le réchauffement climatique? Il suffirait, il y a un projet, je sais, de la NASA qui permet de mettre des sortes de panneaux solaires autour de la Terre. On pourrait faire une sorte de paravent, mais comme ça, avec des panneaux solaires, récupérer l'énergie et limiter le rayonnement. Merci, merci pour votre remarque ou votre question. D'ailleurs, on peut déposer pour les idées du public un livre d'or à côté, parce que c'est peut-être une bonne idée à étudier d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est complètement votre domaine, mais qu'est-ce qu'on veut dire ? Surtout, je peux aussi donner peut-être un avis personnel. Moi, je pense que c'est quand même plus important de s'attaquer aux problèmes à la source, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, de respecter ce qui a été proposé dans l'accord de Paris, plutôt que d'envoyer des panneaux solaires. En plus, c'est bien le soleil aussi. On aime bien avoir du soleil aussi de temps en temps. Donc, mais bon, voilà. C'est mon avis personnel. Je pense mais c'est bien, mais je sais qu'il y a des projets, mais voilà. Vous avez raison de le donner. Juste comme on a très peu de temps ensemble, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir quand même que tous les scientifiques sont réunis ensemble, les grandes agences sont réunies ensemble pour monter un observatoire de l'espace. Oui. Et ça c'est intéressant. Ouais, ça, c'est un engagement très fort de la part des agences spatiales. 25 agences, c'est quand même pas rien, un peu partout dans le monde. Ouais. Alors, on peut noter quand même un grand absent, qui sont les agences spatiales américaines. Ouais. Mais bon, c'est lié à des questions de géopolitique, de Pour politique. le moment, Et, mais ça change. Voilà, ça peut changer dans le futur. On a bon espoir. Tout le monde est bienvenu. C'est la dernière question que je voulais vous poser, mais très rapidement. Vous, tous les scientifiques partout dans le monde, vous constatez ce changement, ce bouleversement climatique. Vous avez les objets, vous avez les instruments pour le faire et tout. Est-ce que vous avez toujours l'impression d'être entendu par les décideurs de la planète? De plus en plus. Ouais. Je pense que vraiment, je pense que les rapports du GIEC sont vraiment des rapports qui sont de plus en plus pris en compte, Ok. non contestés. Et ça, c'est un élément fort, parce qu'effectivement, les scientifiques font leur travail. Après, il faut effectivement que les politiques s'emparent de ces résultats, prennent en compte ces résultats pour mettre en œuvre des politiques d'atténuation du changement climatique ou d'adaptation, parce que le changement climatique, il est déjà là, c'est un constat. Donc oui, je pense que on progresse. C'est lent, mais ça progresse.